Sexe, drogue et philo avec Amélie Stardust et Alexis Kurodo-Coder. Aujourd'hui, on parle de cancel culture. Good! Allô? Hey! Allô, Alexis! C'est notre premier podcast. Ouais. Comment tu te sens? Mais là, c'est comme l'enjeu de quand tu sais que ce que tu dis est enregistré. Fait que là, t'es comme. On dirait que tu sais plus parler, puis tu sais pas comment faut que tu parles. T'as peur de dire de quoi de problématique puis d'être cancel? Ouais. C'est ça. Ça tombe bien, parce que c'est de ça qu'on va parler. You! On va parler d'être cancel, justement, pour notre premier épisode. Tant qu'à avoir un épisode léger. Ben oui, c'est fun d'être léger. Mais tu sais, ce que tu viens de dire, genre, c'est oh shit, je suis enregistré, comme il faut faire attention à ce qu'on dit, Oui. tout ça. Ça vient de la peur, justement, Quel beau lien. d'être cancel, Mm-hmm. qui est la peur que la plupart des créateurs de contenu puis célébrités en ce moment y ont. Là. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être cancel? Ben, j'imagine qu'il y a plusieurs manières de. Mais je pense que la compréhension générale de l'affaire, c'est que quelqu'un va dire ou faire quelque chose qui va être considéré comme vraiment pas correct. Puis là, les gens vont être comme ce que t'as fait, c'est de la merde, fuck you. Ça change complètement l'opinion que j'ai de toi, puis je ne veux plus jamais entendre parler de toi. C'est quelque chose comme ça? Ou c'est un peu. Ben oui, mais c'est pas mal dans l'essence que c'est. Moi, ce que j'ai vu là, avec mes recherches, c'est un mouvement ou un outil, que ce soit de justice sociale ou non, parce qu'on va voir que c'est pas juste les personnes de gauche qui font de la justice sociale qui utilisent le canceling, mais ça vise à déplatformer une personnalité publique. C'est un beau mot, ça. Ouais, à vous, déplatformer. Suite à un comportement ou des propos jugés offensants ou qui vont à l'encontre des valeurs des personnes qui décident de cancel. C'est un peu le descendant de la culture du call-out qu'il y avait avant, comme que ça est le nom cancel culture. Si on voudrait le franciciser, ce serait difficile. Parce que ce que j'ai vu, c'était genre... Je sais que que RAD, qui font des super de cool documentaires, des reportages là, de Radio-Canada, Rad disait la culture de l'annulation. J'étais comme, tu sais... Ben, c'est une traduction littérale de genre « cancel », mais... Ouais, mais tu sais, le français puis l'anglais, ça se traduit pas tout le temps comme du mot à mot, là. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait dire. Tu sais, l'annulation des plateformes. Tu sais, moi, j'aime beaucoup déplatformer. Ouais. Je pense que ça enlève l'image qu'on annihile la personne, genre comme piou piou, tu sais, comme fusil laser, puis pouf, genre un pouf de fumée, puis voilà, c'est fini. Mais là, c'est plus spécifique à on enlève des plateformes. Ouais. Avant qu'on continue, what's up, on a commencé à faire notre podcast, visiblement. Mais que dirais-tu qu'avant qu'on continue dans les méandres de c'est quoi le cancel culture, puis que je te fasse part de mes recherches que j'ai fait, qu'on se présente? Ben, ça me semble pertinent parce que c'est le genre d'affaire que les gens font. Il y a les gens, quand ils commencent à faire des podcasts, ils se présentent. Ben, c'est parce que si tu cliques, t'es comme des podcasts, puis là, ils cliquent sur genre Sex, Drug, Philo, ça a l'air chouette, puis là, ils commencent à écouter, puis là, on est comme. On parle. C'est qui ces personnes? Genre, je sais pas c'est qui. Mystère. C'est qui ces trois personnes-là? On est en train de parler de plateforme. Puis... Ouais. Je fais juste comme mindfuck. Je fais juste un mindfuck, Alexis. Je dis trois personnes, mais je parle je parle du Furby. On est bel et bien trois. Je parle du Furby qui a d'accroché sur mon micro. OK, ben si veux-tu commencer, je te lance la balle. Vas-y. Toi, vas-y, présente-toi. Comme c'est full fuck you, présente-toi. Genre. Vrai, genre. Ça gosse parce qu'en plus, c'est le genre d'affaire, tu sais, c'est évidemment qu'on se présente, mais j'avais pas du tout pensé à ça avant aujourd'hui. Ben, tu veux que j'y aille? Ah, vas-y! OK, ouais, c'est bon. moi puis mes ovaires d'acier, on va y aller. Je m'appelle Amélie Stardust. Je suis en ce moment sexologue. Je dis en ce moment parce que on sait pas qu'est-ce que je vais être plus tard ou quand les gens vont écouter le podcast, parce que ma passion principale, c'est de créer du contenu, de l'art. Je suis autrice publiée.
J'ai écrit Les aventures d'un biscuit. Je sors mon livre d'horreur cet automne qui s'appelle Le chapeau de fruits et j'écris présentement 2 autres romans, dont un pour adultes, Youpidou, on change les choses. Le Big Old Switcheroo. Fait que c'est ça, je suis aussi illustratrice. J'ai une chaîne YouTube et maintenant un podcast. Je suis aussi une amoureuse des Furby depuis récemment et de toutes choses. C'est intense, mais c'est comme popé. Piou, piou, ouais, comme... c'est récent. C'est sorti de nulle part, c'est intense. Mais j'aime ça, les Furby. Puis tous les trucs bizarres, en fait. Toi, Alexis, qui es-tu? Moi, je suis, premièrement, je m'appelle Alexis Curodo Coder. Pronom il. J'étudie la philosophie puis l'art visuel. Puis là, en ce moment, je travaille comme journaliste et rédacteur / illustrateur indépendant. Puis j'écris pour le Musée McCord. Puis j'aime bien ça. J'aime bien l'idée d'arriver puis de démystifier des choses, faire des entrevues, vulgariser, transmettre ou partager. Moi, j'ai dit que je faisais de l'illustration. J'aime pas officiellement, là, mais je suis toujours en train de... Mais t'en fais, là. Gribouiller, là. Ouais, c'est ça, là. Tu illustres tes articles que tu écris. À partir du moment où je suis payé pour faire ça, je peux dire que je suis illustrateur. Oui, ça suffit, là, le sentiment c'est ça, on est tout de l'imposteur. En tout cas. Non. Puis là, c'est ça. Là, moi aussi, je ne sais pas où je m'en vais demain. Je m'enligne pour m'inscrire à une maîtrise à l'automne, c'est-à-dire l'automne 2021, si vous nous écoutez depuis des archives galactiques. On est en 2021, en plein cœur de la pandémie. Oui, c'est ça. Fait que là, j'hésite entre plusieurs maîtrises. On ne sait pas. Je ne sais pas. Est-ce que demain, je vais être président de Google ou un travailleur social anarchiste? On ne sait pas. On sait pas. La troisième personne qui est avec nous s'appelle Précieuse. C'est un Furby avec des jambes et des bras de Barbie. Si vous voulez voir de quoi elle a l'air, vous pouvez aller sur notre page Instagram, Sexe, Drogue, Philo, avec des points entre chaque mot. On va poster sur Instagram, puis on a aussi chacun notre page Instagram. Moi, c'est Amélie Stardust. Et moi, c'est vraiment poule, avec une barre en bas, entre vraiment et poule. On a décidé de faire un podcast parce qu'on est des amis depuis 12 ans. Puis qu'on aime ça parler. Ouais. Ensemble. On aime ça dire de la sauce, mais aussi des choses intéressantes. Puis je pense que ça va être un bon mélange de... C'est comme une genre de... De ragoût. Ouais, c'est ça. J'allais dire une genre de sauce à spag avec des motons. Comme tu la manges, puis t'es comme « Ah, c'est singulier! » Puis il y a des fois, c'est genre du poil de Furby. Des fois, c'est... Des fois, c'est des connaissances féministes intersectionnelles. Ouais, c'est ça. Un melting pot. Good. Fait que je te parlais un peu de c'est quoi la culture du cancel. Puis on avait établi que déplatformer, c'était pas mal le mot de base. Récemment, on en a quand même pas mal parlé. Est-ce que tu peux savoir d'où ça vient, ce mot-là? Ben oui, c'est ça. Genre, c'est comme... À la fois, c'est clairement pas un phénomène récent, puis à la fois, comme le mot, il sort d'où? La première fois qu'on l'a entendu, c'était en 1991, dans le film New Jack City. Okay? C'est un film de gangsters noirs. Puis, of course, on aime ça, nous autres, en général, surtout les Blancs, voler de la culture noire. Fait que on a pris ce mot-là qui s'appelle cancel. Comme dirait, je vais quote Amandla Stenberg, qui est une actrice, qui a dit « Si seulement on aimait les personnes noires autant qu'on aime leur culture ». Mais ouais, dans le fond, ça a été utilisé au début sur Twitter. T'sais, ça prenait... En fait, OK, dans le film, là, New City... Là, parce qu'il n'y a clairement pas Twitter en 91. Non, en 91. Mais parce que ça, c'est pas la popularité qui est partie en 91. C'est juste que c'est de là que ça vient. Ouais. T'as un gangster qui est le genre de personnage principal. Je l'ai pas regardé, le film, là. J'ai vu la scène. Puis le gars, il dit genre « Cancel that bitch », en voulant dire « on tue cette femme ». Non, ouais. Fait que dans le film, c'est genre une figure de style un peu funky. Genre. Ouais, ça veut dire tu la femme. Ouais, c'est tu la personne. Ou genre, tu cancel, je veux plus la voir, je veux plus qu'elle soit là. Mais ça implique qu'il... Ouais.
qui vont la tuer, là, mais je pense que c'est plus une question de comme je veux plus la voir, je veux plus qu'elle soit dans ma face, genre. Puis après ça, ben sur Twitter noir aussi, il y avait cancel. Attends, je l'ai écrit, là. Chez R. Kelly. Fait que c'était comme cancel R. Kelly, puis ça parlait d'agression sexuelle, puis de propos qui avaient été déplacés, tout ça. Fait que les gens disaient cancel telle personne pour un peu comme dire que cette personne-là méritait d'être déplatformée. Fait que c'était un peu comme leur façon de s'exprimer. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est toujours ça avec les mouvements de call-out, tu sais, même que ce soit des mouvements de dénonciation comme MeToo ou Dis son nom, c'est souvent des personnes marginalisées ou des femmes souvent qui n'ont pas d'autre façon de s'exprimer ou de faire valoir leurs points que d'aller sur comme les médias sociaux puis ben de le dire sur la place publique parce que de toute façon, aller à la police, ben ça marche pas. Ouais. Puis au niveau des célébrités, parce que le cancel culture, c'est beaucoup au niveau des célébrités. Tu sais, on va parler un peu de ce qui s'est passé avec l'Université d'Ottawa, qui était plus comme une institution, qui n'était pas une célébrité, mais en général, c'est des personnes qui sont vues comme intouchables. Ouais. Fait qu'on utilise un peu les plateformes de médias sociaux pour un peu les hold accountable, ce qui veut dire qu'ils soient tenus responsables de leur action. Fait que c'est ça, c'est de là que ça vient. I see. Puis de fil en aiguille, c'est devenu plus comme mainstream. Fait que voilà, là, c'est de là que ça vient. Est-ce que ça te surprend? Ben en tout cas, ouais, j'avoue que j'aurais pas estimé que ça partait genre de 91, là, mais à partir de Twitter, ça m'étonne pas. C'est le genre de milieu où les choses déboulent rapidement. C'est comme boule de neige avec quelqu'un au milieu. Mais l'affaire, c'est que ça a toujours existé. Ouais, ben oui. Le cancel culture, ça avait juste d'autres noms. Parce que, dans le fond, des institutions, des personnes qui veulent déplatformer ou qui veulent censurer des trucs qui répondent pas à leurs valeurs, ça a toujours existé. Mais c'est quoi? C'est parce que est-ce que genre la nuance entre... C'est ça, c'est quoi la nuance entre cancel culture puis censure? Puis boycotter, en fait. Ben, en fait, c'est une façon de boycotter le cancel culture. Puis en fait, l'affaire qui est intéressante, c'est aussi de discerner c'est quoi la différence entre cancel quelqu'un puis lui faire une critique constructive. Oui, c'est ça aussi une nuance intéressante. Le cancel, c'est encore une question de déplatformer, alors qu'une critique constructive, le but, c'est que quelqu'un s'améliore. Mais tu sais, l'Église catholique qui bannissait tout ce qui avait rapport avec le féminisme, l'homosexualité, les recherches queer, les trucs juste un peu plus de gauche avant les années 60. Ah, puis j'imagine même après, que ce soit pas l'Église en tant que telle, mais toutes sortes de mouvements, tout ce qui s'écarte du mainstream, ça va être flushé un peu comme... Oui, ben absolument. Puis en fait, avant que ça prenne d'assaut un peu les médias sociaux, le canceling, ben tout ce qui avait rapport au boycott, c'était vraiment plus une affaire de droite. Tu sais, mettons, assez récemment, tu sais, au début des années 2000, ben il y a eu l'affaire des Chicks, qui était, je sais pas si tu as écouté l'émission de You're Wrong About. Oui, ce petit podcast-là. À propos de ça, qui est vraiment un bon podcast, by the way. Je vous le recommande. Ouais! Recommandation d'amis. Ça, ils ont fait un épisode là-dessus. Tu sais, que c'est un groupe de musique country qui est composé de femmes, juste des femmes, qui sont allées comme au Canada. Puis là, ils ont fait un show de musique. Puis pendant leur show de musique, ils ont dit genre qu'ils supportaient pas la guerre en Irak. Ou genre que Bush, c'était pas leur président. Là. C'était juste après les attentats du 11 septembre. Puis là, les gens de country, ben, tu sais, ils ont pas trouvé ça nice, là. Genre, surtout les Américains qui sont fans de country. Mais surtout, au moment de genre après le 11 septembre, puis c'était comme vraiment chaud, là. Ouais, vraiment. Fait que là, ils ont appelé toutes les stations de radio pour faire cancel, justement, toutes les chansons, boycotter vraiment
The Chicks, qui est le nom du groupe, là, by the way. Sauf que ça s'est juste passé dans la Bible Belt. Mm-hmm. C'est les pays... pas les pays, mais les États du Sud américains là, qui ont fait ça. C'est pas à New York, là. Ouais. C'est pas la côte ouest qui ont fait ça. Mais en même temps, c'est là qu'il y a le gros cœur du country. Là. Fait que c'est un peu genre... On vous renie. Ouais, vraiment. Surtout qu'elle venait du Texas. Ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est devenu une histoire plus de gauche, parce que de ce qu'on connaît du cancel culture, c'est plus comme les social justice warriors, les SJW qui vont prendre d'assaut comme le Twitter de quelqu'un, tu sais, de connu pour dire « Ah, t'as dit ça, c'est raciste, t'es juste un raciste » ou peu importe, puis déplatformer les gens. Puis là, les gens, ils disent « Ah, on peut plus rien dire, on a peur parce qu'on se fait cancel. » Tu sais, c'est ça un peu le truc qu'on voit ces temps-ci. Tu sais, quand on parle de cancel culture, on parle de ces mouvements-là en particulier. L'affaire avec le cancel culture, c'est que ça existe plus ou moins. Dans le sens... Ouais. Mais en même temps, on en voit partout dans les médias, ça fait les manchettes, puis on est comme « Ah, la liberté d'expression, qu'est-ce qui se passe avec ça? » Qu'est-ce que ça veut dire par « ça existe plus ou moins » ? Ben, pour citer Judith Lucier, dans son super livre « On peut plus rien dire », ben, on n'a jamais pu autant s'exprimer de toute l'histoire de l'humanité. Ben oui. L'affaire, c'est qu'on peut plus rien dire sans se faire répondre. Elle a la nuance. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que jusqu'à récemment, en fait, les minorités marginalisées, elles pouvaient vraiment rien dire parce qu'elles avaient la parole nulle part dans les médias, nulle part, à part dans les petits cercles underground. Et c'était les white males qui prenaient la parole, qui occupaient l'espace médiatique et qui disaient ce qu'ils voulaient. Alors, à partir du moment où on accorde un peu d'espace médiatique, un peu qu'on écoute les minorités, naturellement, tu inclus quelqu'un dans ton cercle. Il va falloir faire des concessions. Alors, évidemment, on dirait que c'est le truc qui m'embête, on est là, on ne peut plus rien dire, mais c'est voilà d'abord le simple fait d'être un humain, genre, puis c'est comme, oui, il faut faire des concessions genre, avec tes amis, parce que c'est comme ça, mais c'est la même affaire dans la société. Je trouve ça toujours drôle que les gens ils se rendent pas compte que comme tu troques une liberté pour une autre, hein, en tout cas. Ouais, puis aussi, le truc, c'est que, ça change pas grand-chose. Les gens qui ont des idées de droite, puis qui vont avoir des propos plus ou moins racistes ou plus ou moins, qui vont déranger, ils vont quand même avoir leur plateforme. C'est vraiment rare que ça arrive que quelqu'un est vraiment déplatformé. La plupart des gens, ils prennent cette décision-là eux-mêmes de quitter. Récemment, on avait Mathieu Bock-Côté qui capotait et qui était comme « Ah, je peux plus rien dire, je me fais attaquer quand je vais sur des plateaux sur Internet et tout ça. » Mais il y a quand même ces livres qui sortent puis qui se vendent super bien puis qui sont présentés dans les librairies. C'est pas compliqué. Là, tu vas au Renaud-Bré puis il y a un présentoir avec des livres. Ses livres à lui. Mais à côté, tu as les livres de Judith Lucier qui vont critiquer ça ou d'autres livres qui vont parler de ce phénomène-là de l'autre côté. Mais c'est ça. Tout le monde a le droit à son opinion puis à sa plateforme, finalement. Puis quand je dis ça n'existe pas tant, c'est parce que les gens, ils ont peur de quelque chose, de personnes qui sont marginalisées, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, malheureusement. Puis ils se demandent « Ah, mais mon Dieu, je peux plus rien dire, tout ça. » Puis quand on voit qu'il y a des personnes que ça affecte vraiment, ce qu'on se rend parfois pas compte, c'est que c'est aussi des personnes qui sont de gauche. Ouais. Parce que la cancel culture est beaucoup plus efficace pour les petits créateurs qui sont eux aussi trans, qui sont queer, qui sont féministes, qui sont queer, qui sont racisés. Eux, ça fonctionne de se faire déplatformer. On va parler de ça. Mais c'est ça. C'est parce que là, je me dis... ça peut être problématique. En tout cas, j'ai plein de questions. Puis mais... Ouais. Je vais te on va y arriver, je suis sûre, à tes questions, puis tu peux en poser aussi. Parce qu'actuellement, il y a deux façons de voir le cancel culture. Oui, mais oui, OK. Tu peux le voir comme un spectacle,
Un peu comme la guillotine, par exemple. Ouais. Genre, on accuse quelqu'un, il n'y a pas de preuve d'un crime innommable, puis qui ne peut pas s'en sortir. Puis on l'exécute sur la place publique au grand bonheur d'une foule qui est assoiffée de sang. C'est ça qui apparaît dans les journaux puis dans les médias. Oui. Ou bien, on peut le voir comme une façon d'avoir justice dans un monde qui croit jamais les victimes et de pouvoir demander des comptes à des personnalités publiques sans scrupules. C'est un peu... C'est dramatique, là. C'est dramatique, justice contre des personnes sans scrupules. Ça, c'est comme... Ouais. Mais c'est les deux façons qu'on voit comme présenter le cancel culture dans les médias d'habitude. Est-ce que moi, je trouve ça très binaire. Là. Personnellement, je suis comme... J'apporterais des nuances. C'est effectivement plus compliqué que ça. Dans le fond, tu sais, dans notre système de justice, nous, on est au Québec, puis on a une présomption d'innocence de l'accusé. Oui. OK? Mettons un système de justice traditionnel. Ouais. Dans le fond, on veut que chaque partie, c'est la personne qui accuse puis la personne accusée, soit capable de présenter leurs preuves et leur version des faits. Ouais. Puis une fois que ça c'est fait, ben on prend une décision basée sur la crédibilité des arguments de chacun. Genre, on a tout écouté, puis on est comme, OK, c'est qui fait le plus d'allure? C'est qui a le plus de preuves? Mais dans les sphères militantes, on présume, dont je fais partie, en tout cas, moi, c'est ça que je vois beaucoup là, dans mon entourage, dans les trucs que je fréquente, c'est qu'on va présumer toujours que la victime dit la vérité. C'est une façon de contrebalancer le fait que dans la vie, en général, on ne croit pas les victimes, puis aussi que de dénoncer, souvent, ça fait en sorte que la victime subit plus de conséquences négatives que la personne qui est accusée. Parce que le système de justice, ça sonne bien, tout le monde est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, mais dans la pratique, c'est une grosse patente, une grosse machine qui peut être vraiment drainante et qui coûte cher. Oui, parce qu'en pratique, c'est des humains. T'sais. En pratique, c'est des humains qui doivent répéter en détail des agressions ou des trucs qu'ils ont vécu, des crimes, à plein de monde. Puis de se faire douter de soi, puis de se faire poser des questions. Puis, on a quand même beaucoup de misogynie intériorisée. Fait que souvent, les victimes, c'est des femmes. Ou c'est des hommes, fait que l'on questionne leur masculinité. Puis on est comme, ah, mais pourquoi est-ce que tu es habillé de même? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu t'es pas défendu? Tu sais, c'est quand même assez rough. Fait que, tu sais, je comprends que dans les milieux militants, on présume que la victime a raison. L'affaire, c'est qu'avec, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, ils ont beaucoup, beaucoup de frustration dans les milieux militants. Mais oui. Puis vu qu'on présume que les victimes, ils ont raison, ça se traduit souvent que, mettons, sur Twitter, quelqu'un va dire « Ah, cette personne-là est raciste », ben on va pas questionner. On va pas demander pourquoi. On va juste assumer que cette personne-là est raciste. Puis ça fait du bien de fesser sur un raciste. Fait qu'on va tous y aller. La foule de Twitter qui a hâte. C'est comme Twitter parce que ça se passe surtout sur Twitter. Là, comme tu lances une pierre, puis là, tout le monde autour était comme « Ah, moi aussi, j'ai ramassé une roche, puis je la pitch, puis ça fait du bien. » Ouais. Mais, en tout cas, ce que j'allais dire, c'est que moi, un truc qui m'embête, c'est que je trouve qu'il y a une nuance entre oui, ce que tu vis, c'est valide. C'est quoi la deuxième partie que je voulais dire? Non, mais genre, ce que tu vis, ce que tu as vécu, c'est valide. Mais après ça, c'est quoi, genre, la meilleure mesure à prendre? Ça, c'est une autre question. Genre, c'est pas parce que on présume que ce que tu vis, c'est vrai. Et après ça peut se traduire de mille manières jusqu'à l'agresseur, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une autre histoire, puis là, c'est là qu'il y a toute la nuance puis qui est difficile à percer. Ouais. Puis l'intention aussi. C'est sûr que, tu sais, les personnes marginalisées sont plus sensibles à certaines choses. Mais il y a clairement une mentalité de foule fâchée sur Twitter. Ben oui, c'est l'effet que ça fait. On dirait que des fois, les médias sociaux sont faits pour avoir une foule, genre, puis comme un mouvement. Puis souvent, ben, ces personnes-là, c'est pas les personnes qui sont les premiers concernés par qu'est-ce que quelqu'un a dit. Des fois, souvent, on va voir, mettons, je donne un exemple. Un exemple concret, on raconte des histoires. Lindsay Ellis, c'est une créatrice de contenu que j'aime vraiment beaucoup.
Elle fait des vidéos YouTube, elle fait des essais féministes sur le cinéma, sur la littérature. Elle a étudié en littérature, puis elle est autrice aussi. Puis elle est vraiment cool. Je dis ça, genre, je suis super biaisée, OK? On s'entend, là? Ah, cette fille-là, je l'adore. Ouais, c'est ça, tu sais, y a pas... je suis pas du tout dans la neutralité, là, tu sais. Mais c'est ça, elle a posté de quoi sur son Twitter, comme quoi elle aimait pas... Elle a pas aimé le dernier film de Disney puis de Pixar, là, qui s'appelait Raya and the Last Dragon. Raya, le dernier dragon. C'est correct, c'est pas super bon. Comme, il y a comme un consensus que c'est pas... C'est de la merde. Ben, c'est pas de la merde, là, je l'ai regardé, Okay. mais... J'étais un peu fort, ça. Ouais, c'est ça. Tu C'est sais, pas un juste... film de Disney Pixar, c'est jamais vraiment de la merde, là. C'est juste Ouais, comme... c'est vrai. C'est juste ordinaire. C'est comme en bas de la barre. C'est comme un genre de vieux spaghetti de fond de frigo. C'est comme c'est pas de la merde, mais Ouais, ça se mange encore, mais... Ouais, c'est l'alphagetti des films de Pixar. Ouais. Fait que c'est l'alphagetti des films de Pixar. Puis elle a dit une affaire comme quoi elle était tannée des tropes. Elle était tannée que les personnes qui écrivent des fictions qui sont basées sur des légendes ou des histoires de l'Asie de l'Est se basent sur des tropes qui sont tirés de Avatar, The Last Airbender, genre. OK. Genre tout inspiré d'Avatar, qui est finalement un truc qui a été écrit par des Américains. Mais elle disait que ça ressemblait beaucoup. Tu sais, il y avait comme le personnage qui est comme quasiment pareil que Zuko, puis en tout cas, bon. Puis là, les gens étaient comme, comment oses-tu dire que c'est juste... c'est tout pareil, puis que c'est tout inspiré de Avatar Last Airbender. C'est pas Avatar qui a créé ces tropes-là, ça venait d'histoires déjà d'Asie de l'Est, puis qui se sont inspirés. T'es raciste, non. Sur Twitter. Puis là, c'était comme... Ça, c'est devenu des menaces de mort, puis comme, va te tuer, puis t'es raciste, là, tu sais. Puis là, tous ces bobos, ils ressortaient, là, des, je sais pas, 13, 15 ans qu'elle a été sur Internet, là. Et l'affaire, c'est que toutes les personnes qui parlaient, ou presque, ils étaient blanches, là. Ou c'était des avatars de manga. C'était vraiment flagrant de voir que les personnes qui avaient commencé à lancer les premières pierres, c'était pas les personnes concernées, tu sais. Oui, il y a eu des personnes qui étaient asiatiques, I guess, qui ont dit « Ah, c'est ordinaire. » Mais tu sais, ces personnes-là, elles parlent pas pour toutes les personnes asiatiques. Puis c'était vraiment comme rough, là. Ça passait de... Elle fait une critique d'un film... Ça, elle a vu un film, elle a pas aimé ça. Tweet. Elle est comme, ça me gosse, elle le tweet. Puis là, c'est comme, on te traîne sur la place publique, puis on te coupe une main. Dire, c'est vrai, tu sais, Avatar The Last Airbender, c'est quand même la fiction qui s'inspire de trucs de l'Asie de l'Est le plus connu. Ah oui. Puis c'est, à quelque part, tu sais, j'imagine, c'est normal que ça influence parce que ça a marqué un peu la culture geek. Là. Ouais, puis tu sais, je me dis, puis là, je parle full de mon privilège de femme blanche, là, mais tu sais, ça se dit, genre, hey, Lindsay, c'est ordinaire ce que t'as dit, genre. Je suis pas d'accord. Ah oui, ça se dit. Est-ce qu'elle est raciste pour ça? Tu sais, ça devient vite gros. Ça devient vite de l'essentialisme, en fait. Ce qui est plate, c'est que ça a passé à côté je sais pas, d'un débat qui aurait pu être intéressant. Tu sais, moi, je trouve ça intéressant de comme, pourquoi tu trouves que c'est pas nuancé comme critique? Faites un débat sur Twitter. Puis moi, je lirais ce film-là, je suis comme, comme argument étayé. Mais il n'y a pas de discours qui se peut si tu traites quelqu'un de raciste. Non, ça finit là, c'est essentialiste. Puis ça, c'est un des trucs qu'on le voit le plus souvent dans le cancel culture. Puis j'en profite pour rhétorique. Y aller avec qu'est-ce qu'on voit le plus souvent dans la cancel culture. Il y a beaucoup d'essentialisme. Ouais. Je te donne un autre truc. Ben, je te donne cet exemple-là, mettons. C'est Lindsay Ellis qui a dit ça. Ben, c'est passé de... C'était peut-être mal informé comme truc qu'elle a dit, parce que elle connaît juste The Last Airbender, fait qu'elle croyait que c'était... Tu sais, c'est ça, en fait, qui a inspiré le film, qui est aussi hollywoodien, tu sais, je veux dire, c'est quand même un film qui est américain, à Lindsay Ellis est raciste.
Fait que, tu sais, c'est passé de quelque chose qu'elle a dit qui était Ouais. ordinaire, ou comme peut-être que même raciste, peut-être, qu'est-ce qu'elle a dit, whatever, à elle est raciste. Fait qu'elle est raciste. Tu sais, c'est devenu Ouais. Mais que c'est sa personne. Ça fait un saut de... T'es mal informé par rapport à une autre culture que la tienne, puis tu utilises des préjugés, donc t'es raciste dans l'absolu, mais ça... Ben, je sais pas, là, mais moi, je trouve que ça met un immense poids sur l'espèce humaine, là, dans le sens qu'il faut absolument parler jamais sans utiliser de stéréotypes, sans faire preuve un peu d'ignorance parfois. Je pense que ça arrive à tout le monde. Puis, oui, il faut s'informer, mais... Ouais. Ben, tu sais, ça fait en sorte que l'erreur est plus permise, premièrement. Ouais. Puis aussi, ben, tu sais, il y a le truc que les personnes, tu sais, qui sont pas blanches, qui sont pas des hommes blancs non plus, pour différents sujets, parce que, tu sais, une femme blanche au niveau du racisme, pas, tu sais, c'est pas mieux qu'un homme blanc, là. Mais au niveau du... Tu sais, il y a d'autres oppressions, c'est pas toute la même chose. Mais c'est comme si t'avais pas le droit, premièrement, à l'erreur. En même temps, les personnes marginalisées, ben, ils sont tannés d'éduquer. Ben oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, ça devient épuisant. Puis c'est comprenable. Parce que ça devient comme des professeurs sur pattes de leur culture entière. Puis c'est aussi que ça leur donne leur responsabilité, comme paradoxalement, on reproche aux personnes blanches de dire des choses pas correctes, mais ça met en même temps le poids à une personne d'une culture tierce de comme tout savoir sur sa culture. Puis c'est comme j'aimerais ça apprendre sur la culture vietnamienne, puis là tu vas parler à un Vietnamien, puis la personne est comme dude, genre je suis pas une encyclopédie, je suis pas un Vietnamien, je sais. Tu sais, c'est comme ça en fait comme au lieu d'être tel individu, c'est genre un Vietnamien, tu sais, avec un V majuscule qui perd son individualité. Donc ça a un peu aussi cet effet-là inverse de juste les personnes d'une certaine culture qui peuvent parler de leur propre culture. C'est comme des genres de porte-parole involontaires. Ouais, puis en même temps, tu sais, tu veux pas parler à la place de quelqu'un d'autre. Parce que justement, ça fait des situations où toi, tu deviens fâché à propos de quelque chose que finalement les gens sont pas fâchés ou que c'est pas si grave que ça, tu sais. Parce qu'à un moment donné, il y a une surreprésentation sur les médias sociaux de personnes qui sont fâchées ou des personnes qui ont envie de se battre ou de se chicaner ou quoi que ce soit. Ça peut être correct parce qu'il y a bien des choses à changer, mais il faut être conscient qu'on est dans une étape aussi de transition sociale. Puis comme, tu sais, il y a 20 ans, les gens, ils se déguisaient encore en geisha, puis Justin Trudeau faisait un blackface. Ça fait même pas 20 ans quand tu y penses, là. Tu sais, comme je suis sûr que tu remontes... Ben oui, c'est ça, c'est vraiment frais, là, tout ça, là, que les minorités ont une parole. Alors évidemment que toute cette colère-là accumulée pendant des siècles, là, t'es comme, hey, je peux lancer des roches sur le tas de marde. Puis là, t'es comme, tu vas devenir un peu... puis tu vas avoir des tas de marde partout. L'affaire, c'est qu'il faut que les gens puissent s'excuser puis changer. Ben oui. Il faut, parce que ça sert à rien. Puis malheureusement, c'est un autre des trucs qu'on voit dans le cancel culture, c'est qu'il n'y a aucune excuse qui est acceptée. Parce que, mettons, Lindsay qui comme s'excuse de ça, ben là, elle s'est pas excusée. Parce qu'à un moment donné, on est tellement habitué que les gens s'excusent pour tout, même quand eux, ils ont l'impression que c'est pas raisonnable, ben que ça devient juste des bullshit excuses, là. C'est pas des vraies excuses. Elle s'est excusée pour d'autres choses, par exemple, qu'elle a fait. D'ailleurs, elle a fait une vidéo complète là-dessus. Même chose avec Nathalie Wynn, dont je vais parler là. Nathalie Wynn, c'est aussi une créatrice de contenu qui fait beaucoup d'éducation sur le LGBTQ+. Elle a aussi beaucoup été connue pour déradicaliser des personnes de la droite extrême. C'est intéressant. Puis c'est une femme trans. C'est important dans le contexte. Puis elle est out, là. Je l'ai pas outée, là. C'est comme ça fait partie de son deal là, de personnalité, puis tout ça. Dans le fond, il lâche vraiment pas la patate parce que ContraPoints, elle s'est fait cancel il y a 1 an et demi parce qu'elle a invité un acteur trans qui s'appelle Buck Angels à faire une voix dans ses vidéos. OK. Il a fait une voix genre d'un homme gay, là, c'est un docteur, là, ou peu importe qui. Là. Ouais. En tout cas, puis là, il fallait juste qu'il lise comme une citation. Fait qu'il fasse comme la voix. Puis dans le fond, tout le monde a
perdu leur shit parce que Buck Angels, il a été accusé par la communauté trans. D'ailleurs, la communauté trans sur Twitter, moi, je fais partie de la communauté LGBTQ+, là, puis je peux te dire que nous autres, on se mange entre nous, là, sur Twitter, là. C'est tellement vraiment triste. fucked up, là. Puis Buck Angels, dans le fond, c'est un homme trans qui est la génération de nos parents, là. Il a fait beaucoup, quand même, pour la communauté, là, parce que, justement, il a été dans les médias, puis là, il est devenu acteur porno. Son deal, c'était l'homme avec un vagin. Tu sais, comme c'était vraiment une autre époque, là, tu sais. Ouais. C'était fétichisé à mort. Puis Ça là, l'est encore, mais c'est une autre histoire. ça l'est encore, mais là, on parle de comment est-ce que c'est pas nice. Ça évolue, ouais. Mais Buck Angels, c'est ça, il fait du contenu en ligne, puis il s'est fait traiter souvent d'être un transmed. Ça veut dire de lui... Tu sais, lui, il dit transsexuel au lieu de transgenre. Il est comme, moi, je suis transsexuel parce que j'ai eu des opérations, tu comprends? D'affirmation de genre. Alors qu'il y a des... Tu sais, les personnes trans qui n'ont pas eu d'opération sont comme, ben là, moi, je suis aussi trans que toi, tu sais, puis il dit pas blatantly que comme il considère pas égal, OK? Mais il y a des trucs qu'il pourrait faire mieux. Mais c'est un monsieur, OK? Ben c'est ça, moi je me dis, là, c'est une autre génération. Pas qu'il faut tout laisser passer, mais que c'est comme un set de valeurs, puis un bagage différent. Puis c'est aussi que le vocabulaire dans l'univers LGBTQ+, a tellement évolué, puis est tellement élaboré que, à quelque part, là, tu sais. Mais bon. C'est à noter, les gens qui nous écoutent, que je ne suis pas trans, puis Alexis non plus n'est pas trans. Mais moi, je suis queer. Donc, voilà, c'est ça que je dis. Moi aussi. Ah, ouais. Ouais, moi aussi. Tu vois, on parle de ça, puis je suis tellement mal à l'aise en ce moment parce que je sais que les gens il y a des personnes qui vont écouter ça et vont être comme non, Buck Angels, c'est vraiment de merde, là. Comment osez-vous parler de ça? Mais Buck Angels, OK, même si c'est une merde. Mettons, OK, c'est une merde, c'est vrai, il a dit la réalisatrice de la Matrix n'était pas encore out comme une femme trans, comme une femme, parce que c'est ça, à ce moment-là, puis il l'a traité dans un magazine genre de crossdresser, tu sais, comme de travesti, mais elle n'était pas encore out. Il l'avait juste traité de même, puis il savait pas, puis en tout cas. Fait que tu sais, il a fait des trucs whack, là. Il y a genre... Ça date de genre 15 ans, là. 17 ans. OK, fine. Mais ContraPoints, qui est Nathalie Wynn, elle l'a invité pour qu'il lise une ligne dans son vidéo. Il n'a pas parlé de ses opinions. Il n'a pas utilisé la plateforme pour se faire valoir. Elle n'a pas donné de la publicité. Il est bien plus connu qu'elle. Elle a fait des vidéos sur YouTube. Lui, il était interviewé dans le Rolling Stone. Là. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il est connu. Mais les gens, OK, hashtag les gens, ils ont dit, ben, ContraPoints est transphobe. Parce qu'elle a invité Buck Angels dans sa vidéo à faire une ligne. Fait qu'elle est transphobe. Puis là, elle était comme, ben non. Tu sais, ben non, je suis pas... mais je suis trans. Puis genre, avant ça, elle s'identifiait comme non-binaire, puis comme elle était comme, mais guys, genre, j'aime beaucoup les gens non-binaires dans ma vie, puis les personnes trans de toutes les sortes, puis comme, de toutes les sortes, en tout cas. Tu sais, puis les genres, boum, mais, tu sais, elle aime tout le monde, puis comme, elle voulait pas faire ça, puis comme, elle y a pas donné de plateforme, puis comme, guys, calmez-vous. Puis là, les gens étaient comme, non, on va pas se calmer. Fait que là, ben, la Twitter Mob est arrivée, puis il a commencé à la traiter de nom, puis à appeler toutes les personnes avec qui... à contacter toutes les personnes avec qui Nathalie était associée, parce que c'est ça aussi que ça fait, les personnes qui cancel, c'est que c'est comme un parasite. Tu sais, si toi, t'es cancel, ben, toutes les personnes qui sont tes amis, qui s'affichent avec toi, sont aussi un peu dans des beaux draps, là, dans l'eau chaude. Là. Fait que, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a fait une vidéo de 2 heures sur le canceling où elle parle de ça, puis elle parle de comme ses motivations, puis comment elle a vécu ça d'être cancel, puis comme, tu sais, qu'elle aimerait ça que ça arrête de se faire envoyer des menaces de mort, puis que comme, elle va faire attention à qui elle invite, mais tu sais, en même temps, comme... Mais c'est fascinant, ça, qu'un groupe de gens qui s'est si longtemps fait ostraciser, puis que là, fait la même chose aux gens de sa même... Tu sais, genre, vous êtes des semblables, tu sais, on est supposé s'aimer, puis grandir ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vraiment. C'est tellement triste, genre.
C'est vraiment triste, puis encore aujourd'hui, elle se fait donner des menaces de mort, puis les gens, ils parlent encore de ça sous ses tweets, là. Comme il la lâche pas. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Ouais. Puis c'est triste parce que c'est vraiment... Tu sais, elle est sweet, mais même si c'était pas sweet, tu sais, elle a pas donné... C'est pas vrai qu'elle a donné une plateforme. La réalité s'est transformée. Tu sais, les personnes qui l'attaquent sur Twitter, sûrement qui n'ont pas vu la vidéo pour laquelle... Ouais, puis ils sont comme, j'ai pas besoin d'avoir parce que, genre, telle personne est transphobe égale tous ceux qui sont en contact avec elle sont transphobes, puis that's it. Puis c'est correct parce que, tu sais, il y a beaucoup de vouloir épauler puis protéger les personnes marginalisées. Fait que, tu sais, mettons, moi, tu sais, je suis une femme blanche, je suis queer, mais je suis full straight passing, là. Puis je vois, mettons, des personnes noires, ben, qui ont l'air noires, du moins, parce que je le sais pas, parce que c'est sur Internet, mais ils ont des avatars de manga noirs, OK, mettons. Puis ils disent à quelqu'un, ah, cette personne est vraiment raciste, vous devriez pas la follow. Ben moi, si je la follow, ben je vais être vraiment tentée d'aller la unfollow sans demander de receipts, juste parce que je crois ces personnes-là. Tu leur fais confiance. Je leur fais confiance. Sauf que récemment, on s'est mis à voir qu'il y avait des raids organisés sur 4chan. Puis 4chan, c'est une plateforme... comment est-ce que je pourrais décrire 4chan? Les gens qui savent c'est quoi, qui m'écoutent, tu vas être genre « Oh boy, comment est-ce que tu sais? » C'est un forum où tout est permis un peu, OK? Puis c'est là que se retrouvent beaucoup de personnes de alt-right puis des trolls, OK? Des personnes qui veulent juste détruire pour le fun. Ben eux, ils vont se créer des comptes. Ils vont se créer des faux comptes en se faisant passer pour des personnes noires puis des personnes queer. Fait que là, ils vont mettre comme... Ils vont copier les comptes qu'ils voient. Genre, ils vont mettre les drapeaux arc-en-ciel, tout ça dans leur bio, mais c'est des comptes qui sont vides, qui ont personne qui les follow, puis eux, ils follow personne. Puis ils vont attaquer, donc ils vont faire un raid, ils vont attaquer... Genre random des gens. Une personnalité publique qui est trans, de gauche, peu importe. Parce qu'ils savent que ces personnes-là, ça fonctionne. Mais oui, oui, parce que les personnes qui suivent ces personnalités publiques-là, ils sont sensibles aux causes sociales. Ils watchent leur personnalité publique pour voir si elles sont correctes. Fait que si tu lances une allumette là-dedans, ça va pogner en feu assez vite. Quel climat épouvantable. Mais oui. ça peut pas durer, genre, je peux pas croire. En tout cas. Voir des gens brûlés, comme des gens brûlés, là, genre des personnalités publiques, watch them burn, tomber du ciel, ben, y a beaucoup de personnes qui trouvent ça drôle. Hein? Puis tu sais, entre nous, on en a vu des personnalités publiques. Moi là, tu sais quoi, genre, j'avoue, I'm guilty. Quand Channel Awesome, il y a eu une lettre de 20 personnes qui ont dit que c'était vraiment un environnement hostile. Puis là, il y avait eu des allégations d'agression sexuelle qui n'avaient pas été prises au sérieux, puis en tout cas, plein d'affaires. Puis là, il y a 20 créateurs qui sont partis de ce site-là, qui était une plateforme similaire à YouTube, mais qui était comme par des créateurs de contenu, puis ils s'aidaient, tout ça. Puis là, ils sont tous partis de là. Puis là, on voit, il y avait des live streams. On regardait le nombre d'abonnés de la chaîne diminuer. Puis c'était comme un party de les voir comme devenir... tu sais, perdre des fans parce qu'on était comme « Ah ouais, ils le méritent, tu sais. » Je me suis réjouie de leur malheur. Puis on a vu ça au Québec, là. Tu sais, regarde Charles et Élodie d'Occupation 2. Je sais que tu suis pas ça, l'Occupation. Ouais, je suis comme « Ah! » Je le sais que tu suis pas ça, mais c'est une grosse affaire au Québec, l'Occupation Double. Ah oui, j'aime ça entendre parler, par exemple. C'est vraiment drôle. c'est une télé-réalité. Puis, il y a Charles et Élodie qui étaient des candidats de l'année 2020. Donc, la saison qui vient de terminer. Puis, on les a regardés comme se faire ridiculiser, se faire menacer de mort. Élodie, elle a dû avoir des gardiens de sécurité devant chez elle. Tout ça parce que Charles, il a joué la game à fond d'Occupation 2, puis il a dit des affaires niaiseuses, genre « je suis un leader », puis il faisait des vidéos comme de self-help, genre « sortez de votre zone de confort, mettez des flip-flops pour aller faire votre jogging », genre des affaires. Mais c'est con, mais c'est pas grave, c'est juste... c'est pas grave. C'est les médias sociaux, genre, tu dis de la sauce, je comprends pas. En tout cas, puis là, les gens étaient bien fâchés contre lui, puis comme...
Et il riait de lui, puis là, il avait perdu comme plein d'affaires, là, comme... Puis il était full déprimé, puis tout ça. Puis Élodie, elle a triché. Elle a triché parce qu'il pensait qu'elle avait la COVID, fait qu'ils l'ont comme enfermée dans une chambre d'hôtel avec une tablette. Puis sur la tablette, d'une façon ou d'une autre, elle a réussi à avoir accès à YouTube. Puis elle a regardé comme un épisode. Ben oui, là, tout le monde aurait fait ça. Mais tout le monde aurait fait ça, je suis d'accord avec toi. Mais les gens sont comme... Oh my God, elle a triché, elle a triché. C'est vraiment des gros mots. Puis comme Calmos Pépitos, là, comme elle a tué personne. Là. C'est une fucking télé-réalité, là, c'est cave. Là. C'est une télé-réalité, mais le monde, ils sont comme... Il y a du monde qui attend juste ça. Ben, ils ont besoin d'avoir des gens monter sur la scène, puis là, on est comme danse, Pépito, puis là, Pépito, il danse, puis il est comme puis là, on attend qu'il s'enfarge pour comme il lancer des roches. Ouais. Fait que c'est comme peu importe qui est sa scène, la seconde, genre, qui fait un faux pas, c'est la mort. Ouais. Puis c'est super malveillant, tu sais. Puis on a vu aussi, il y a quelques années, t'as une fille qui travaillait en marketing ou je sais pas trop quoi, qui a écrit sur Twitter qu'elle avait peur de pogner le Ebola parce qu'elle s'en allait en Afrique, genre. Je sais pas si est-ce que t'as entendu parler de cette histoire-là? J'ai jamais entendu parler de ça. Mais... OK. Elle a dit ça, puis là, elle a fermé son téléphone parce qu'elle embarquait dans l'avion. Mais oui, plein sorti. Puis pendant ce temps-là, là, ça l'a explosé. Là, les gens étaient comme « Oh my God, t'es tellement raciste! Oh my God! » Puis là, elle a perdu sa job. Parce que les gens appelaient à sa job et étaient comme « Comment est-ce que vous pouvez avoir cette personne-là? Non, non, non. » Puis comme, là, elle est arrivée à la station, elle a regardé sur son téléphone et elle était comme « Oh, spaghetti-o! » Mais comme clairement, c'était une blague, là. Puis comme elle l'a dit, c'était une blague, genre, je sais que je vais pas attraper le Ebola. Comme au pire, elle est un peu niaiseuse. C'est comme... Puis comme c'est clairement une blague d'humour noir. Ben oui, là. Comme que Mike Ward, Joe Rogan ferait que ça passerait dans le beurre, mais parce que c'est une fille qui avait comme des amis qui étaient plus woke, tout ça, ben ça peut passer, tu sais. Puis il y a ça aussi, tu sais, sur Twitter, puis tout ça, les jokes, c'est rough à passer là, sur les médias sociaux. Mais c'est comme, il y a tout un univers de l'humour qui devient inexploré parce que dès que tu rentres dans le second degré, c'est difficile, là. Ouais. Puis tu sais, comme on disait, c'est normal que les gens qui sont plus de gauche soient plus susceptibles de se faire cancel, tu sais. Parce qu'ils care. Ben oui. Parce que, tu sais, mettons Joe Rogan. On parle de Joe Rogan. Joe Rogan, c'est le genre de... C'est un dude qui a un podcast, puis il dit de la sauce, OK? Puis, ben, il y a des opinions bien définies, là, puis il y a bien des dudes qui écoutent ça, là. En plus, j'en entends parler pour la première fois aujourd'hui, Joe Rogan. Pour vrai? J'ai juste vu un meme sur lui, je sais pas c'est qui, mais ça a l'air drôle. Ben écoute, t'écouteras puis tu feras ta propre opinion. Tu sais, je pense que ça, c'est important aussi. Ouais. Moi, personnellement, je l'aime pas tant, mais tu sais, c'est ça qui est un peu plus... En fait, son auditoire est peut-être un petit peu plus de droite. Sans être comme complètement à l'autre extrémité, là. Eux qui écoutent Joe Rogan, ils s'en calissent, là. Tu sais, que lui, ils disent de quoi de politiquement incorrect parce que, tu sais, dans le fond, ça concorde un peu plus avec leurs valeurs, là. Nous autres, ben, je dis nous autres, parce que moi, je me considère dans la gang de woke, là. Moi, je suis une sexologue féministe intersectionnelle. Genre, je suis queer. Tu sais, je plein de tatous, des piercings. Le monde, il me voit dans la rue. Ils disent, ils veulent pas que leur enfant il soit comme moi, là. Tu sais, comme je suis une sorcière des temps modernes, là. Je suis correcte avec ça, là. Mais que on veut que nos célébrités soient parfaites parce que c'est une guerre de valeurs en ce moment, là. Un peu, là. En tout cas, je sais pas si tu feels ça, mais tu sais, en ce moment, il y a des gens qui veulent garder les valeurs traditionnelles, puis le monde sont comme non, on est progressif maintenant, puis c'est comme là, c'est comme si on avait l'impression qu'il faut être parfait. Là. C'est ça. Quand tu deviens une célébrité, tu es un peu comme un totem. Tu es le représentant d'un. Tu représentes. Tu sais, t'as beau arriver là, puis comme moi, je suis genre Bobby Joe, puis je suis là parce que j'aime parler aux gens. Mais non, comme dès que tu rentres à la TV, tu représentes quelque chose, puis les gens, ils vont s'identifier à toi ou ils vont tailler la face. Puis ça va être évidemment une construction stéréotypique qui va enlever ton statut d'être humain plein de contradictions. Mais si c'est un homme blanc, tu représentes pas les hommes blancs. Ah non, oui, c'est ça. Même les femmes blanches, tu représentes pas toutes les femmes blanches. Mais là, il y a un peu un complexe d'infériorité de comment je veux, genre, pas qu'ils disent « Oh my God » parce que c'est une femme, whatever, mais comme, je pense qu'on est, tu sais,
je pense que le combat féministe est encore super d'actualité, mais que c'est vraiment différent que d'être genre la personne non-binaire noire là, qui arrive et qui est comme « Moi, je veux être chef cuisinier! » Puis là, tout le monde est comme « Non, tu vas parler de théorie queer. » Mais comme, cette personne-là, elle n'a pas demandé ça. Là. Tu vas être chef cuisinier, mais dans ta vitrine, à la base, tu mets genre un arc-en-ciel, puis tu dis que je suis le seul chef cuisinier queer au Québec. Puis là, tu parles, tu sais, comme à Radio-Canada. Alors, on a rencontré un chef cuisinier de la communauté. Puis il est juste comme, je suis juste un chef cuisinier. Ouais, c'est ça, je peux-tu juste être un chef cuisinier, genre? Tu sais, je peux-tu être autre chose que mon genre et ma sexualité? Genre, c'est injuste, comme on disait, comme tu disais en fait tantôt, tu sais, d'imposer le fait d'être porte-parole à quelqu'un qui ne veut pas nécessairement l'être, mais en même temps, c'est ce qui se passe. Ça me fait penser à... Parce que moi, je suis aussi intervenant pour le GRI Montréal, qui est de... GRI, c'est groupe d'intervention, groupe de recherche d'intervention sociale. Puis, on va entrer dans les écoles, je dis ça rapidement pour les individus, puis les individus qui nous écoutent, qui vont dans les écoles, puis on parle de diversité sexuelle et de genre. Là où je veux en venir, c'est qu'une des approches qui est vraiment importante pour les intervenants du GRI, c'est de ne pas parler pour la communauté. T'sais, quand on arrive, on est comme « Ah, ben moi, je suis Alexis, je fais ça dans la vie, j'aime le bleu, j'aime faire du vélo. » Puis, tu sais, ça, c'est très important quand on se fait former pour faire nos interventions. On centre sur nous. Puis parce que le but, justement, de l'intervention, c'est de nous humaniser, c'est d'humaniser les personnes de la communauté LGBTQ+. Ouais. Ah, ben en fait, l'important, c'est pas que je sois gay, c'est que je sois genre une personne. Genre, donc après ça, les kids, ils sortent de l'école, puis que quand ils me croisent, ils pensent pas le monsieur gay, c'est Alexis, tu sais. Fait que ça, c'est un gros travail à faire encore dans la société, manifestement. T'sais, on a beau dire « Oh, on vit dans une société ouverte et tout », ben, il y a encore du chemin à faire. T'as beau dire « Oh non, je suis pas homophobe », mais mais si tu appelles encore les gens que tu connais, telle personne est homosexuelle, telle personne prend, mais tu ne sais plus son nom. J'ai l'impression que ça passe vraiment par sortir de l'essentialisme. Oui. Tu sais, sortir de comme... Tu sais, avoir le plus de monde possible de toutes les couleurs, puis tous les genres, puis tout, pour que les gens arrêtent d'avoir une idée fixe de c'est quoi un être humain. Oui, mais ça implique aussi, j'ai l'impression, de sortir un peu peut-être de notre zone de confort, notre zone de confort, genre dans les communautés marginalisées, parce qu'à quelque part, parce qu'on a peur du jugement, là je pense en même temps que je parle, c'est comme on fait des communautés fermées très définies par comme un ensemble de catégories, mais ça nous empêche d'être autre chose que ça aussi. Fait que à partir du moment où tu es comme... Ça empêche de s'identifier à d'autres, mais ça empêche aussi aux autres de s'identifier à nous. En tout cas, c'est comme un travail à faire des deux côtés. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, quand tu te sens pas en sécurité... Oui, ben c'est ça, c'est normal. Puis tu sais, quand tu t'es fait... C'est super inconfortable. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est plus qu'inconfortable, c'est comme pas safe. Puis des fois, c'est essoufflant d'être entouré de personnes qu'il faut que tu te battes pour que ton identité soit reconnue, tu sais. Ouais. Je pense que de là est vraiment importante des affaires comme des safe space, parce que des fois, il faut juste avoir un endroit où se poser puis faire comme, OK, là, je peux être moi-même puis pas avoir à m'expliquer de ça, tu sais, mais je suis d'accord avec toi que comme il y a un travail à faire pour que comme tu sais, il y a comme des affaires inconfortables à faire. Puis c'est ça, c'est injuste, puis c'est déséquilibré. Ouais. Tu sais, dire à quelqu'un, il faut que tu fasses des efforts, puis ouais. c'est comme, oui, mais ça fait mal, puis je suis pas bien. Ben... Puis tu sais, les personnes qui sont pas marginalisées, ben, ils n'ont pas d'efforts à faire, tu sais. Puis c'est injuste, tu sais. C'est injuste. Même chose comme les coming out, c'est injuste. Puis ça devrait juste être comme, yo, on fait ce qu'on veut, là, puis youpidou, là, mais c'est pas ça. Puis tu sais, ça crée beaucoup de frustration, puis de haine, puis de colère, puis tu sais, de mal-être. Puis je pense que aussi, ça, c'est une des affaires qui fait en sorte que ben, on va lash out
sur des personnalités. Oui. Puis aussi, tu sais, on peut se sentir trahi d'avoir cru que cette personne-là était safe, cette personne-là, elle comprenait les enjeux, elle allait jamais comme dire de quoi qu'elle allait comme nous blesser, puis finalement elle nous a blessés. Puis c'est correct de se sentir blessé. Mais oui. Ton opinion est correcte, puis il est valide. Puis c'est ça que je disais genre au début, quand je disais ce que tu ressens, c'est valide, là, c'est 100% valide que tes émotions, mais tes émotions, c'est pas toute ta réalité, c'est pas toute la réalité de tout le monde. Puis une des manières de dépasser ça, c'est de il faut le dire. Il faut le dire, il faut que la personne puisse s'excuser, dire OK, elle le savait pas, ou genre elle savait pas que ça allait faire la. Puis là, elle le refera plus. Puis tu sais, qu'elle démontre qu'elle a bien compris. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, une excuse vide, ça sert à rien. Mais il faut en parler. Quand une personne elle démontre qu'elle a bien compris ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça l'a blessé, pourquoi c'était pas correct, puis qu'elle est comme, ben je vais plus le refaire, puis genre je continue de faire mon contenu, puis nice. Ben faut que ce soit possible. Là, ça m'emmène à comme parler de Marie-Pierre Morin, I guess. C'est comme, je veux dire, clairement, en ce moment, c'est ça, là, le fucking sujet chaud. Ouais. Parce que, tu sais, on se dit, bon, ben là, on peut pas s'excuser puis nous vendre à quoi ça sert, la cancel culture. Puis là, pourquoi est-ce que Marie-Pierre Morin, elle pourrait pas... Elle pourrait pas s'excuser puis revenir, tu sais. Fait que la question, c'est, est-ce que Marie-Pierre Morin est cancel? Es-tu cancel? Je sais, on dirait que je suis tellement pas cette affaire-là. Ok, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Marie-Pierre non, Morin? mais je sais qu'est-ce qui s'est passé, mais est-ce es-tu revenu ou... Attends, elle est revenue, puis là, elle est allée, tout le monde en parle. Elle a dit, je suis vraiment déshonnête. Puis là, tout le monde était comme, fake! Puis là, finalement, elle a décidé de pas retourner sur la fin de même. Ben, plus ou moins. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Marie-Pierre Morin, elle a été accusée par plusieurs personnes, dont Safia Nolin, Didier Emmanuel, puis d'autres comédiennes. Vraiment pas correctes. Ouais, des comportements d'inconduite sexuelle, d'agression physique, puis de propos racistes, quand elle était sous un état d'ébriété. Puis, dans le fond, ça a été l'été dernier, la fin de l'été dernier. Puis là, elle est juste disparue des médias sociaux pendant un petit bout, genre 6 mois. Puis là, elle est revenue. Elle est allée, tout le monde en parle, mais elle est allée, tout le monde en parle parce que elle s'est fait offrir des rôles dans des séries. Par Marie-Lou Wolfe, entre autres. En tout cas, elle allait jouer à la télé dans 2-3 séries. Puis là, les gens étaient comme, ben là, what the fuck, tu sais. Puis là, elle est allée, tout le monde en parle, puis elle a dit qu'elle s'excusait, puis non. Mais c'est pas tout le monde qui était fâché, là. OK. En fait, l'opinion publique... Ben, en fait, l'opinion publique... C'est difficile de savoir c'est quoi l'opinion publique, parce que, mettons que tu vas sur Facebook, tu vas pas avoir les mêmes commentaires que si tu vas sur Instagram, parce que c'est pas les mêmes générations qui sont... C'est ça, d'une génération à l'autre. Mettons sur Facebook, tu sais, les gens étaient comme, ben non, elle est donc ben belle, pauvre Marie-Pierre Morin, elle s'est excusée, laissez-la tranquille. Puis il était vraiment hostile par rapport à Safia Nolin. En fait, Safia Nolin, les gens sont toujours hostiles contre elle parce que elle répond pas aux standards de beauté comme Marie-Pierre Morin. C'est ce qui se passe. OK? Mais l'affaire, c'est est-ce que cancel est pas cancel? Les gens, ils disent... Les gens, ils ont juste dit, hey, mais elle est pas cancel. Les gens, ils ont dénoncé des comportements d'harcèlement qu'ils ont vécu. C'est pas du canceling. Marie-Pierre Morin n'a pas dit de quoi de controversé. Une fois, on l'a pris tout croche, puis là, elle s'est excusée, on l'a pas cru, puis on a fait de l'essentialisme comme on a parlé tantôt. Non. Elle a un historique de comportements violents, dégradants, inappropriés, qui sont bien documentés. C'est pas du cancel culture. Oui. C'est comme... elle a même admis elle-même. Elle l'a même admis elle-même. La même chose avec Julien Lacroix, Éric Salvaille, Gilbert Rozon, c'est des crimes qu'ils ont commis, c'est des agresseurs, that's it, là. Tu sais, je comprends pas pourquoi on continue de vouloir l'excuser puis de trouver une façon de lui donner une plateforme alors que ça va rendre les personnes qu'elle a blessées fucking mal à l'aise et possiblement leur faire perdre la job parce que psychologiquement, ils pourront juste pas travailler avec, tu sais, c'est whack, là. Parce qu'il y a comme un malaise au-delà de... Mais dans la mesure où c'est pas passé par travers la justice, là, genre, quelle peine est-ce qu'elle doit subir? Là? C'est comme un flou, puis c'est comme l'opinion populaire. Fait que là, comme... Je sais pas, peut-être son relationniste de presse, c'est comme 6 mois, c'est assez, les gens vont oublier. Mais comme du point de vue des victimes,
c'est pas comme un confinement de 6 mois au chalet qui... C'est comme en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'il n'y a comme aucun effort. C'est comme si la justice n'était pas là, en fait. C'est juste un game d'opinion publique. C'est comme, OK, mais de quoi les victimes ont besoin? Ouais. C'est comme si ça n'a jamais été central. C'est ça qui gosse. Non, puis tu sais, il y a de quoi qu'on n'a pas touché depuis le début, c'est que être une célébrité, c'est pas un droit, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, C'est pas une job syndiquée. C'est un privilège d'être une célébrité. En même temps que ça peut être une curse, là. Mm-hmm. Ça peut être vraiment... Mais c'est un privilège, mais tu sais, faut... Je vois où tu veux en venir, mais on va aussi dire que quand on dit c'est dangereux à cause qu'on est transformé en totem, puis il faut que ce soit parfait. Mais que c'est comme une corde raide, que c'est un privilège, mais toi, continue. Non, je t'écoute, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, ben, moi, je trouve que l'utilisation du mot cancel dans le cas de Marie-Pierre Morin, il est pas... Tu sais, c'est pas ça, genre. Ouais. C'est juste pas la même... C'est pas le même truc qui se passe. Là, elle a causé des trucs d'agression puis d'harcèlement. Tu sais, c'est pas une question... Elle a écrit quoi sur Twitter? Puis là, comme, si elle avait travaillé dans un bureau puis qu'elle avait agressé ses coéquipiers, ben, elle aurait perdu sa job puis tout le monde aurait trouvé ça parfaitement legit. Ben oui, parce qu'elle attaque la sécurité physique des gens. C'est un crime. Elle a agressé des gens. Puis au niveau, mettons, tu sais, Nathalie, mettons, tu sais, qui a comme... Elle a emmené Buck Angels, tu sais, qu'est-ce que je te racontais tantôt. Dans sa vidéo, tu sais, elle a pas dit aux gens « Ah, ouais, j'haïs les personnes trans, non, tu sais. » Tu sais, c'est pas comme aussi noir sur blanc. Mais c'est pas assez littéraire. C'est pas le même... Il y a tellement tout un monde de nuances, genre, dans les choses pas correctes. Là. Puis comme entre j'agresse des gens, puis je fréquente, j'ai comme je fais affaire avec quelqu'un qui a fait des choses que certaines trouvent pas correctes. C'est comme, il y a tout un monde, là. Ouais, vraiment, tu sais. Puis il y a aussi, je sais pas si tu as entendu parler de toutes les controverses qu'il y a eu récemment à propos des influencers sur Instagram. Je sais pas. Au Québec, là. Non. Raconte-moi. Ben genre, il y a ici Charlie, shout-out, ici Charlie Full Nice, puis le maire de Laval aussi, qui est un homeboy, qui ont fait des vidéos là-dessus, là. Dans le fond, il y a des influenceurs qui sont allés dans le sud pendant la pandémie. Cette controverse-là. Ouais, puis ils ont fait des stories genre « Ah ouais, on respecte pas la distanciation sociale, YOLO », genre comme des casses de bain, là, puis... Ouais, je vous insulte. Casse de bain. Puis c'est ça, là, puis ils sont allés pleurer à leur milliers d'abonnés, genre que c'était pas gentil, que genre ici Charlie puis Mère de Laval ils fassent des vidéos sur eux puis qui s'était fait cancel. Ah mais là, comment? C'est plus genre une critique constructive, là. C'est la critique, tu sais, parce que personne il y a personne qui a dit qu'il voulait vous... Tu sais, ces personnes-là n'ont pas dit qu'ils voulaient vous déplatformer, genre. Puis c'est ça aussi, genre, à la fin, quand tu disais t'as une figure publique, t'as des responsabilités qui viennent avec, c'est que tu te mets dans le public pour te représenter en public général, pour exprimer des opinions. Ben à ce moment-là, accepte que de la manière aussi publique, on critique ce que tu fais. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a personne qui mérite de recevoir des menaces de mort. Non. Genre, c'est jamais approprié. Des insultes personnelles, des trucs comme ça, c'est jamais approprié. Par contre, c'est tout à fait valide que si tu travailles avec le public, que le public ait le droit de te critiquer. Si les gens, ils font des affaires de dropshipping aussi, tu sais, je sais pas si c'est quoi le dropshipping. Non. Ben, tu sais, c'est les mêmes gens qui font les deux, là. Dropshipping, c'est genre, ils te vendent de quoi full cher, puis là, quand tu l'achètes, eux, ils le commandent sur AliExpress. Ah oui! À 2$, puis là, ils te leur vendent genre 50$. Ah, ça me fâche. Chose de même. En tout cas, puis tu sais, c'est les mêmes gens qui font ça. Puis tu sais, comme rendu là, comme t'agis en assaut, tu te fais traiter en assaut. That's all. Basketball. Comme dirait Charlie. C'est pas une question... Là, c'est pas une question de justice sociale, c'est juste une question d'être tanné de se faire crosser par des gens, tu sais, par des gens riches. C'est plus... C'est pas la même chose. Alors, le canceling, c'est pas... C'est pas ça. Là tu reçois une critique, c'est ça. C'est une critique. C'est des gens qui sont pas d'accord avec toi, avec ta façon de fonctionner. C'est pas des gens qui se mettent en gang,
comme une foule assoiffée de sang pour essayer de te faire sentir mal, pour essayer de te faire taire, pour t'humilier, pour t'humilier, pour détruire un peu genre ta vie sociale. C'est pas ça qui se passe, tu sais. Parce que de toute manière, ils vont avoir des milliers de gens qui vont rester derrière eux. Veux pas, les petits créateurs ou créatrices de contenu qui se font cancel, qui sont les plus susceptibles que ça les affecte, ils n'ont pas de relationnistes de presse. C'est eux qui doivent dealer avec leur auditoire. Oui, puis ils sont tous seuls, genre avec leur petit feed Instagram, puis ils regardent puis ils paniquent dans leur lit. Ouais. Je pense qu'on approche de la fin du temps qu'on a, parce qu'on peut pas avoir... Il y a tellement de choses à dire. Je sais, c'est super intéressant. Mais en plus, c'est quand même intéressant parce qu'il y a des choses dont je vais avoir envie de parler plus tard. Puis c'est comme des belles ouvertures. Ben, je suis vraiment contente. On n'a pas le temps de parler de tout, puis je pense que c'est intéressant. Puis si vous voulez nous en parler sur Instagram, c'est moi, en tout cas, je suis full comme ouverte à la critique, puis aussi aux belles discussions. Mais j'aimerais finir en disant quelques petits mots. J'invite les personnes qui suivent des personnalités publiques à faire preuve de plus de bienveillance. Imagine que tu es dans un party de Noël puis que vous mangez des petits craquelins dans un sous-sol d'église. Puis tout le monde, vous êtes juste là avec vos petits verres de vin en plastique puis t'es face à la personne. Parce que, tu sais, si on est fed up, excuse-moi, si on est fed up des célébrités qui peuvent toutes se permettre, puis qu'on se réjouit qu'elles sont enfin tenues responsables de leurs actions, faut pas mélanger les pinceaux avec les personnes qui sont, elles aussi, marginalisées, qui réussissent enfin à avoir une plateforme, mais qui sont tenues à un standard beaucoup plus élevé que les autres personnes. Puis il faut faire attention. Puis quand je dis ça, je pense pas que les personnalités qui sont pas marginalisées méritent de se faire cancel, mais comme on a vu, puis moi, ce que j'ai vu dans mes recherches, c'est vraiment les personnes qui sont plus marginalisées qui ont tendance à être victimes de ce genre de canceling, de genre de foule qui se mettent ensemble pour fesser dans le tas. Mais elles sont tenues à vraiment un standard plus élevé que les autres, puis c'est pas super juste. Je pense qu'on devrait être plus patient, en fait, avec eux. Oui. J'encourage aussi les gens à être des chevaliers en armure blanche, puis d'aller défendre vos créateurs de contenu que vous trouvez cool. Parce que tu te sens vite seul quand tu as une foule de personnes enragées qui veulent que tu meurs, puis qui disent des choses méchantes sur toi, sur ta famille, puis tout ça. Puis ces créateurs de contenu-là, qui ont genre 1 million d'abonnés ou moins, mais ils lisent tous les commentaires. Puis ta rush que tu allais lancer sur quelqu'un, ben, au lieu même de la diriger ailleurs, là, prends-la, puis fais-toi un petit jardin. Là, mets ta rush sur le bord de la fenêtre. Là. Polis-la, là. C'est ça. Non, on lance pas des rushs, les gens. On lance pas des rushs. Faut cultiver la bienveillance. Sauf sur l'eau, c'est plate. Mais quelle belle conclusion. Ah. Fait que c'est ça. Moi, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as pensé de ça, Alexis? Ben, c'était le fun. J'ai aimé ça. Au début, j'étais comme, où est-ce qu'elle s'en va? Quelle position qu'elle va défendre? Puis là, finalement, on est comme tombé dans la même... on a le même... C'était comme la bienveillance. C'est tout ce temps-là qu'on a dans notre cœur. C'est ça qu'on veut répondre sur Terre. On avait peur de se pogner, nous autres. Ouais. Ben non. Mais moi, non. On a le même... ça aurait été drôle, vous auriez aimé ça, hein? Ouais, hein? Vous auriez aimé ça qu'on s'entretue, hein? Comme une foule en soif et de ça. Non, mais... Tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît. On a des opinions plus ou moins... qui vont dans le même sens d'habitude, mais qui sait, peut-être que dans les prochains épisodes, on va avoir plus d'opinions qui vont peut-être s'entrechoquer, qui sait. Puis si ça vire au langage de roche, on va faire un streaming Twitch, puis on va filmer en train de se battre. Genre qui va gagner? Votez pour votre podcasteur préféré. Puis là, c'est comme un Mortal Kombat. Là, puis... Ouais. On va en faire quelque chose d'amusant. Oh que oui! Ouais. Entretuez-vous, mais make it fun. Make it fun. Bon, ben c'était moi, Amélie Stardust. Et moi, Alexis Kurodo-Kader. Pour Sexe, Drogue et Philo.